Gamal Abina, militant associatif et réalisateur, et Olivier Engelbert, strict médic et gilet jaune. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Jérôme Rodriguez, vous avez certainement suivi ce qui s'est passé la semaine dernière. Quel est votre avis sur ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé concrètement, c'est ce qui se passe depuis 12 semaines à l'heure actuelle. Des gens qui viennent pour militer, enfin pas militer, mais revendiquer justement leur tristesse, leur souffrance. Et de semaine en semaine, certains sont pacifiques, se font gazer, se font tirer dessus. Et donc, il arrive maintenant encore une personne de plus qui est blessée. Malheureusement, c'est encore une victime collatérale, on pourrait l'appeler comme ça, pour une perception gouvernementale, à savoir qu'il va peut-être perdre son œil, qu'il y en a beaucoup qui ont été blessés, qu'il y a eu des morts par accident, que la répression, parce qu'on parle bien de répression, est quand même très violente. On utilise quand même des armes qui sont extrêmement violentes. Le flashball, dont on parle tout le temps aujourd'hui, est quand même une arme qui n'est pas utilisée uniquement qu'en France et aux États-Unis. Ça en dit long sur la méthode d'approche de la répression, en l'occurrence. Et le problème, c'est que ces armes-là, ça a l'air de rien, un flashball, c'est l'équivalent d'un coup de poing. Et quand on reçoit dans l'œil, c'est effectivement les conséquences, on les voit. Et je trouve que Rodriguez est extrêmement modéré par rapport à ce qu'il vient de subir. Je trouve qu'il a fait un appel quand même au calme qui est extraordinaire. Et je rends hommage à ça. Juste après la blessure, il s'est quand même exprimé. Hein. Il a parlé de tentative de meurtre. Voilà. Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui est blessé. En revanche, il a quand même appelé au calme et non pas à la vengeance. Et ça, moi, à sa place, j'aurais pas été capable de ça. Je vous le cache pas. C'est en ça que je dis qu'il est extrêmement modéré. Alors, vous avez utilisé le mot répression. C'est un mot qu'on n'utilisait pas forcément au début du mouvement parce qu'il était question de disperser, d'une part, les manifestants, mais surtout de faire face au profil de casseurs, aux troubleurs lors de ces manifestations. Aujourd'hui, concrètement, plus de 2 mois après le début de ce mouvement, il y a des mobilisations tous les samedis. On en est là aujourd'hui, c'est ça? On peut parler de répression policière? Après, moi, je dirais parce que les policiers aussi, il faut quand même le dire, ils sont quand même très très sollicités. Pas forcément, leur tâche n'est pas évidente non plus. Moi, je dirais que c'est par rapport aux termes qu'on utilise. Certains vont dire répression, d'autres on va dire c'est juste pour dégager la foule. Des gens, alors on parle de casseurs, il y en a eu dans toutes les manifs, il y a toujours eu des casseurs, voilà. Et pourtant on en parle, mais voilà. Là, à l'heure actuelle, on dirait qu'il y a plus de casseurs que de manifestants. Non, après, il faut savoir la psychologie aussi humaine. Quand on se fait agresser... Quand vous dites qu'il y a plus de casseurs que de manifestants. Non, c'est ce qu'on entend. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est ce qu'on entend. C'est quand on regarde les stats ou les statistiques qu'on nous met dans certains médias ou autres, c'est il y a je sais pas combien de casseurs. Il y a plus de casseurs que de manifestants au final. Mais non, c'est que les gens ils en ont marre de s'en prendre plein la figure parce que quand quelqu'un vient pour la première fois manifester, que ce soit à n'importe quel acte, hein, et qui se fait gazer pour un oui ou pour un non, ou juste une bombe de désencerclement qui pète à côté, ça fait un bruit. Justement, les armes, c'est vraiment la polémique du moment, l'usage, oui ou non, la suspension en tout cas du LBD, de certaines grenades aussi. Le Conseil d'État d'ailleurs qui n'a pas suspendu l'usage du LBD. Comment vous réagissez à cela? Pour ma part, je trouve inadmissible, mais là je suis catégorique, qu'une police républicaine, puisqu'on parle de police républicaine, c'est une des premières quand même au monde, utilise des armes. On parle d'armes, on parle pas c'est pas un maintien de l'ordre. Par rapport à l'Angleterre, ils utilisent des matraques. Ça peut être dangereux, mais c'est pas comparable. Là, on parle d'armes qui tirent des projectiles. On parle de bombes qui explosent, de bombes de désencerclement. C'est des termes de guerre qu'on utilise. Je trouve inadmissible que cette police-là soit pas en mesure de maintenir l'ordre sans utiliser des armes comme celle-ci, qui ont quand même des conséquences très lourdes. 9000 tirs de flashball, c'est pas rien. Ensuite, les gens se rendent pas compte de ce que c'est que de se prendre un flashball dessus. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement puissant, c'est pas une petite arme. Et mon propos, c'est de me dire, quand même le Conseil d'État maintient ces armes-là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la police est en danger. Il y a eu beaucoup de blessés, énormément de blessés, mais j'aime bien comparer les termes en histoire. Il y a quand même des policiers qui ont été agressés, hein, quand même. On a vu des images très dures aussi. Hein. C'est normal, mais en 68, si vous connaissez bien l'histoire, il y a eu des centaines de blessés, il y a eu des voitures brûlées, il n'y avait pas une seule voiture de police qui a été brûlée. En 68, on brûlait des voitures de police, des centaines de voitures qui ont été brûlées, des dégâts considérables, des violences extrêmement longues et lourdes
même c'était tellement fort que De Gaulle a fini par fuir à Baden-Baden. Les gens ont oublié cette histoire-là tellement la peur était installée. Alors que l'on voit aujourd'hui, ici on n'en est pas là. Place Félix-Éboué, justement, on voit que le cortège est très 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 nombreux. On voit que les gilets jaunes, en tout cas, sont nombreux parmi ce cortège plutôt, avec des pancartes. Donc c'est un acte 12 qui est dédié aux blessés, aux victimes depuis le début de cette mobilisation. Le sens pour vous de cet acte 12? Là, c'est vraiment pour montrer le nombre de blessés en peu de temps, en l'espace de 2 mois. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit, puisque le terme a été dit, les armes. On utilise des armes contre des manifestants. Maintenant, on oublie qu'on est en France. Des manifestants qui voilà, ils militent, voilà, ils sont là, et contre des gens armés. Ça fait penser à d'autres pays, où justement, on est en train de dire non, il ne faut pas que ça se passe comme ça, c'est le droit, les droits de l'homme et ainsi de suite. Maintenant, non, ça se passe depuis 2 mois en France. Alors, vous faites partie des strict médics, hein, c'est ça. Donc vous étiez place de la Bastille la semaine passée? Alors j'étais juste derrière sur le boulevard Saint-Antoine. On a été coupé. En fait, notre cortège a été coupé directement. Donc j'ai pas pu arriver directement. Il y a des gens qui ont pu sortir directement de la place de la Bastille. Il y avait plusieurs équipes de strict médic qui étaient là-bas. Donc après, il faut savoir que dans les strict médic, il y a ceux qui se montrent, donc avec les t-shirts, avec les croix, les casques et tout, et d'autres qui ne sont pas affichés parce qu'ils sont directement en plein cœur. Et tous portent un brassard comme le vôtre? Non, ils ont soit les maillots avec les croix, soit les casques. Après ça, c'est moi parce que je n'ai pas de gilet jaune personnellement. Alors, je voudrais votre opinion, Gamal Abina, sur la manière dont s'organisent justement ces mobilisations. On a du côté des forces de l'ordre, des brigades anticriminelles qui portent aussi des brassards qu'on peut reconnaître. Il y a aussi une organisation au niveau des Gilets jaunes aussi pour sécuriser justement le mouvement, les street medics. Voilà, quel regard vous portez là-dessus? Le premier défaut, c'est que la première manifestation a été un échec parce qu'ils n'ont pas été entendus. Donc on était sur un terme politique, il n'y avait pas de violence au départ. Le gouvernement n'a pas pris ça au sérieux. Le second défaut, c'est que malheureusement de la part des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas d'organisation centralisée, structurée, avec des leaders, et ils n'ont pas prévu de service d'ordre. Donc ça c'était encore une défaite en termes d'organisation et de risque, parce qu'il faut toujours faire un service d'ordre pour pas qu'il y ait de débordement. Le troisième défaut, c'est qu'effectivement on laisse la police quasiment dans des directives assez floues dire vous laissez manifester et après vous bloquez et après c'est la répression. Et je parle bien de répression. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de quoi? Le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est 40 ans de malaise de la population qui aujourd'hui l'exprime. Quand en 2005, les premiers qui l'ont exprimé sont des gens de banlieue, ça a été une répression violente, et largement plus violente que ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y a pas eu de mort, c'est vrai, mais il y a eu des centaines d'arrestations, et surtout on avait droit aux hélicoptères, on a eu droit au couvre-feu de 56, on a eu droit à un traitement militaire des banlieues, et on considérait que c'était des voyous qui se manifestaient. Les gens n'ont pas compris que c'était des jeunes qui étaient en désœuvrement et qui ne voulaient plus de cette vie d'indignité, parce qu'on parle de dignité. Et aujourd'hui, quand on entend M. Macron dire Jojo en prenant le français lambda, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour un imbécile, quand on entend M. Macron, enfin du moins la direction gouvernementale, dire que votre chaîne, par exemple, est une chaîne de propagande, je trouve ça inadmissible. Parce que j'allais dire que on aura l'occasion d'ailleurs de revenir là-dessus. Justement, c'est important, parce que ça a un sens. Ça a un sens, c'est que vous donnez la voix à des gens du peuple, cette voix qui est interdite par M. Apathy, par exemple. Ça l'agace. Lorsqu'on parle il y a une nouvelle logique politique qui dit qu'il y a les éditocrates. C'est eux qui vous disent qui va ou ne va pas. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne parlent à personne, mais ils ont leur opinion. L'opinion du peuple, elle compte aussi. Et on est en démocratie, je croyais que le peuple pouvait s'exprimer. Il semble que ce n'est pas le cas. Bon, c'est vrai qu'il y a pas vraiment... Vous trouvez qu'il y a des points de convergence, vous, entre les syndicats et ce mouvement des Gilets jaunes? Il y a des convergences. Il y a des convergences. Oui, il faut pas oublier que on est tous. En fait, gilet jaune, c'est pas. En fait, le gilet jaune, c'est juste pour se montrer. En fait, gilet jaune, c'est le peuple. Comme je vous ai dit, moi, pourquoi j'ai un brassard? Parce que je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas de gilet jaune. Donc, c'est pour montrer la différence que je ne suis pas un casseur. Parce que sinon, on va dire, je suis un casseur. C'est simplement pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent? Vous avez été confronté à cet amalgame? Ah oui. Parce que déjà, je suis jeune, bon, je suis un peu chauve, donc je suis obligé de me raser puisque sinon j'ai une calvitie. Je mets un bon beurre, voilà. Je viens pas forcément d'un beau quartier non plus. Donc après, les amalgames se font très rapidement. Pas au sein des Gilets jaunes. C'est pas au sein des Gilets jaunes.
C'est vraiment au sein des forces de l'ordre. Il y a aussi le discours Gamal Abina du gouvernement. Bon, il y a d'une part, c'est vrai, les déclarations d'Emmanuel Macron qui campe quand même sur ses positions avec ce grand débat national qui a été lancé, le refus du RIC aussi, du référendum d'initiative citoyenne. Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a rappelé. Et puis, il y a aussi le discours sécuritaire de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui suscite beaucoup de polémiques. Il a déclaré hier « Je n'ai jamais vu la différence entre un blessé gilet jaune et un blessé policier, c'est toujours un blessé de trop. » C'est vrai qu'un blessé policier, un blessé gilet jaune, c'est un blessé. Sur ce point-là, il a raison. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces sorties, de ces déclarations qui ne sont pas toujours dans le but, justement, d'apaiser la situation ? Bon, pour la palissade, on va éviter un blessé de trop, bref. Ça, c'est ridicule, c'est pour donner le sentiment qu'il y a un traitement égal, mais il n'y a pas un traitement égal sur le plan des tribunaux, parce que quand un policier, on l'a vu avec le malheureux, perd son œil ou va perdre son œil peut-être, le policier, directement, ce qui a été dit, il y a toujours des policiers qui peuvent déraper ou qui peuvent mal se comporter. Ce ne sont pas des anges. C'est pas le pouvoir de l'État, avec la perfection de l'État, c'est faux. Donc on ne va jamais incriminer un policier en disant il s'est mal comporté. Donc il y a le blessé d'un côté ne sera pas traité de la même façon que le blessé policier, c'est évident. Ensuite, concernant les dérapages verbaux, si on peut parler de dérapages verbaux, c'est vrai que l'amateurisme du gouvernement est impressionnant. Que ce soit les députés, je ne vais même pas revenir sur les déclarations qui étaient faites par certaines personnes, comme Schiappa, qui est vraiment... alors là, c'est vraiment du délire absolu, ce qu'elle raconte. Mais en vérité, le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris la mesure des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Macron, j'ai compris sa problématique, il veut désendetter le pays. Et ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé dans une telle folie. C'est intéressant de se rappeler, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe dans les comptes de l'État. Le troisième poste de l'État, c'est le service de la dette, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, n'est pas déficitaire dans ses comptes, mais parce qu'il y a un taux d'intérêt monumental de la dette, elle se retrouve déficitaire. C'est-à-dire qu'elle est en train d'emprunter de l'argent pour payer le service de la dette, les intérêts. On l'emprunte pour payer l'intérêt. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc Macron veut en sortir de cette logique-là et il fait des choix qui ne sont pas forcément... Et quelles sont les mesures, justement, qui peut décider à l'issue de ce grand débat national pour rejoindre il n'y aura pas de les gilets jaunes? C'est de la fumisterie, on va être très clair. Il y a eu beaucoup d'enfumage, on va parler de ce terme-là, mais il sera obligé quand même. Obligé par qui? Olivier Anjabert, il sera obligé, Emmanuel Macron, à un moment donné, de prendre des mesures phares, clés pour... Moi, je ne vais pas parler au nom de tous, parce que je suis simplement Olivier, voilà. C'est... Comme vous venez de dire, c'est vraiment de l'influence. En fait, il fait sa campagne électorale, là, directement. Là, c'est sa campagne européenne qu'il est en train de mettre en place. Il ne parle pas au peuple. Il parle à des élus. Donc, il ne vient pas vraiment parler... En fait, la langue de Molière, il faut savoir l'utiliser. Quand quelqu'un me dit venez me chercher ou venez me voir, on va le voir ou juste lui parler. Donc et un débat c'est un échange comme on peut avoir. Là c'est quoi? C'est juste question-réponse. Il a les questions, il répond. Donc là ce débat-là, il y aura rien. Il y aura rien à la fin de ce débat. Mais toujours les gilets jaunes, enfin ce qu'on demande, ce que le peuple demande depuis le début, la démocratie. Une histoire d'équité je dis bien équité et égalité. Simplement pourquoi, je sais pas la majorité, excusez-moi, je vais pas mettre tout le monde, mais ils sont accusés ou autres, et nous on doit montrer pas de blanche. L'exécutif, le gouvernement semble quand même trouver un écho, parce qu'on voit que au niveau des gilets jaunes, il y a des listes pour les européennes qui se forment. Ça c'est une réalité. Et puis il y a aussi face aux gilets jaunes, je pense aux foulards rouges qui ont manifesté dimanche dernier, qui protestent aussi sur les conséquences de ces mobilisations consécutives chaque samedi sur l'impact économique justement de ce mouvement. Les foulards rouges, on va en parler. Là, j'ai vraiment suivi avec attention. Juste, je voudrais que vous répondiez sur ce point. Est-ce que, selon vous, Olivier Anjabert, vous êtes un gilet jaune, est-ce que vous pouvez comprendre que, d'une certaine façon, cette mobilisation consécutive chaque samedi, ça peut impacter les petits commerces, les entrepreneurs? Alors oui, je comprends que ça impacte. Maintenant, petit commerce, je vais mettre entre guillemets. Parce que pourquoi? Il y en a certains qui ferment. Depuis plusieurs semaines, on voit des commerces qui restent ouverts. Ils voient, il se passe rien. D'autres qui ferment parce qu'ils ont peur. Mais pas parce qu'il va y avoir du cassage. Ils ont peur qu'ils risquent d'avoir du cassage. Mais il n'y a rien en fait. Il ne se passe rien. Donc c'est eux qui perdent d'eux-mêmes le chiffre d'affaires.
Messieurs Gamal Abina, militant associatif et réalisateur, Olivier Anjabert, Street Medic et Gilets jaunes, merci d'avoir été avec nous ce matin.